Que vous avez pu voir tout à l'heure, un document qui a été tourné dans la province du Helmand, qui se trouve dans le sud du pays, document qui sera d'ailleurs rediffusé ce soir à 21h45 heure de Paris. Sylvain Rousseau, qui est avec nous sur le plateau, a suivi une unité de Marines, la première d'ailleurs à quitter l'Afghanistan. Alors pour parler de l'Afghanistan, je vous présente très rapidement nos invités. Sylvain Rousseau, donc grand reporter à France 24, Karim Pakzad, qui est chercheur spécialiste de l'Afghanistan et du Pakistan à l'IRIS, et le colonel Michel Goya, qui est directeur d'études à l'IRSEM, l'Institut de recherche militaire de l'école militaire. Sylvain Rousseau, les forces américaines vont passer la main à l'armée afghane. Est-ce qu'aujourd'hui, les soldats afghans ont les moyens de prendre le destin de l'Afghanistan en main ? A priori, on est tenté de croire que non. L'armée est un peu faite, on a l'impression qu'ils sont faits de briquet de broc. Les moyens financiers ne sont pas à la hauteur. Il y a beaucoup d'Afghans qui s'engagent dans l'armée puis qui finalement basculent de l'autre côté parce que financièrement, l'autre côté est plus lucratif. Et surtout, on a une armée, on arrive en fait dans les divisions ethniques de l'Afghanistan, puisque les talibans sont plus que majoritairement pashtuns, et on a une armée qu'on a pu rencontrer pendant qu'on y était, qui est essentiellement tadjik, ouzbek, hazara, les autres ethnies afghanes. Et donc on va retrouver le clivage qu'il y avait avant, en 2001, on va le retrouver maintenant entre les talibans et l'armée. Les villageois se plaignent beaucoup du traitement que leur réserve l'armée, à savoir pillage, extorsion de fonds, des choses comme ça. Et donc l'armée est mal perçue aussi par la population. L'armée est mal perçue déjà par la population. Et surtout, l'armée ne semble pas avoir ni les capacités militaires, ni les moyens, tout simplement, de maintenir la paix en Afghanistan si les talibans décident de reprendre le pouvoir. Colonel Goya, vous êtes d'accord à ce que vient de dire Sylvain Rousseau ? Pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un ensemble hétérogène. Les unités afghanes sont quand même souvent les meilleures unités sur le terrain, parce qu'elles sont afghanes, tout simplement. Elles connaissent le terrain, connaissent la population. Quand effectivement elles sont dans leur province d'origine, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est une armée qui, on peut parler du cas français, dans les provinces où sont engagées les forces françaises, en Kapisa, à l'est du pays. En Kapisa, en Surabhi, ça se passe plutôt bien avec les forces afghanes. Les forces afghanes sont en train de prendre la relève des forces françaises, notamment dans le sud du secteur. Je pense que globalement, c'est une armée qui a connu un développement considérable ces derniers temps, qui a le nombre, qui a une certaine légitimité, mais qui souffre d'abord d'être sous perfusion de l'étranger, c'est-à-dire que cette armée elle est payée par les Américains concrètement, et l'État afghan est incapable de payer son armée, cette armée démesurée maintenant, et puis ensuite surtout elle est adossée à des institutions, à un régime qui lui est très contesté et qui a de nombreuses failles. Donc c'est un instrument régalien au service d'un roi qui est quand même qui est très contesté, quoi. Et ces divisions ethniques, dont on vient de parler Sylvain Rousseau, c'est-à-dire des talibans pashtuns majoritairement, oui, et une armée avec plutôt d'autres origines ethniques. Elles existent, ces divisions aussi, oui, et oui, elles sont problématiques. Bien sûr, c'est un paramètre important. Le corps des officiers est essentiellement dominé par les Tadjiks, incontestablement. Donc ça induit un élément de blocage qui contribue effectivement à une efficacité moindre dans les provinces pashtunes, c'est évident. Donc cette armée aura beaucoup de mal à reprendre le contrôle des provinces pashtunes, en particulier les zones rurales, ça c'est évident. Il est probable que le blocage que l'on assiste au point de vue militaire va perdurer même après le départ de la coalition. Karim Pakzad, est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Goya qui dit que les forces armées afghanes vont avoir du mal, mais que malgré tout, elles sont prêtes, hein? Si on peut considérer que le nombre des soldats, aujourd'hui les États-Unis essayent de porter le nombre des soldats afghans à plus de 350 000 soldats. Il y en a combien aujourd'hui, 150 000? Non, aujourd'hui, l'armée afghane est de l'ordre de 300 000. Ah oui. Absolument. Ils voulaient en Suède de le porter à 3 500 000 d'ici fin 2014. Et pour cela, les États-Unis dépensent $1 milliard par mois, oui, uniquement pour l'armée afghane. Mais le problème de 2 milliards par semaine. Mais le problème est, comme le colonel vient de vous dire, que cette armée afghane est à l'image de la société afghane.
Ce qu'on ignore en France, que la guerre en Afghanistan, ce n'est pas uniquement une guerre contre les talibans, c'est-à-dire majoritairement de détenus majoritaires pashtuns contre les soldats de l'OTAN ou des États-Unis, mais cette guerre a également un caractère de guerre civile. Ethnique? Fondée essentiellement sur des questions ethniques, évidemment. Moi, je crois que l'un des grands échecs des États-Unis qui voulaient mettre en place en Afghanistan un État démocratique, hein, entre guillemets, respectant les droits de l'homme, les droits de femmes, etc., etc., a totalement échoué. Le gouvernement de Kaboul aujourd'hui, c'est un gouvernement qui représente majoritairement, si vous voulez, des ethnies hostiles aux talibans, mais ce gouvernement est contesté, y compris par ces ethnies. Vous voyez la complicité de la situation en Afghanistan. Et tout à l'heure, j'ai mentionné l'évolution récente sur le plan politique en Afghanistan. On a appris ce matin même que le grand projet de négociation ou de la réconciliation nationale sur laquelle le gouvernement de Kaboul travaillait a été abandonné aujourd'hui à la suite de l'assassinat de l'ex-président Rabbani, qui a été en charge de Je sais monnaie. pas si on peut voir l'image du président Rabbani qui a été assassiné le 20 Et vous savez pourquoi cette idée a été abandonnée? Parce que les dirigeants et les ex-commandants tajiks, hazara, ouzbeks de l'ancienne alliance de Nord anti-Taliban ont menacé de reprendre les armes si la politique de réconciliation est poursuivie vis-à-vis des talibans. Donc, on est dans une situation de crise interne en Afghanistan. Ça, c'est vraiment le grand échec des États-Unis en Afghanistan. D'ici 2014, les États-Unis et les autres pays vont se retirer. Ils vont laisser l'Afghanistan encore pire qu'avant 2001. Pourquoi? Parce que les talibans d'aujourd'hui sont beaucoup plus radicalisés. Qu'ils ne l'étaient en 2001? Absolument. Ils sont beaucoup plus radicalisés aujourd'hui qu'ils n'en étaient avant 2001. Colonel Goya, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une responsabilité des États-Unis et peut-être plus largement aussi des Occidentaux qui ont par exemple soutenu le président Karzai en 2009 alors qu'il y a eu des fraudes massives, on sait que cet État est corrompu. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité là des États-Unis et des Occidentaux et qui mène peut-être à l'échec de cette guerre dont vient de parler M. Pakzad? Il y a une responsabilité des États-Unis? Il y a eu des choix qui, rétrospectivement, se sont avérés malheureux. Par exemple, des choix politiques, des choix sur la Constitution, par exemple. Pourquoi mettre en place... Choix politiques malheureux, par exemple, le soutien qu'on a apporté au président Karzai était un choix malheureux ou on n'avait pas le choix? Déjà, le choix de Karzai lui-même par les Américains, c'était peut-être pas l'homme le plus légitime, avec le plus de poids pour occuper cette fonction. Ensuite, on a mis en place une constitution à l'américaine, avec un président fort, mais aussi une assemblée forte, tenue par les seigneurs de la guerre, donc en négociation permanente. Donc il y a eu incontestablement des choix politiques qui au bilan s'avèrent délicats, mais bon, maintenant, sur lesquels on est obligé de faire avec. Est obligé de soutenir. On ne pouvait pas faire autrement que de soutenir le... C'est quand même un aveu d'échec terrible. C'est un aveu d'erreur éventuellement, de choix stratégiques, même dès le départ. Fallait-il frapper les talibans dès le départ? Là aussi, on peut le contester. Oui, et puis fallait-il aussi s'engager dans une guerre d'occupation? Karim Pakzad, la question se pose aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du recul avec la Libye. On verra ce que donnera évidemment l'avenir de la Libye. Mais là, on n'a pas joué la guerre d'occupation. On l'a joué en Irak, on l'a joué en Afghanistan et ça n'a pas été un succès. Oui, en fait... souvenez, en 2001, octobre 2001, lorsqu'on a décidé d'intervenir en Afghanistan, d'ailleurs, je dois apporter une précision, quand je parle de responsabilité des États-Unis, je n'exclus pas la responsabilité des autres pays occidentaux, mais seulement les autres pays occidentaux ont suivi la stratégie américaine. Regardez, par exemple, la France. La France a toujours suivi la décision américaine, quoi qu'il soit. Voilà. C'est la raison pour laquelle je parle de la responsabilité des États-Unis, parce que c'est la puissance, la grande puissance présente en Afghanistan qui mène cette guerre en Afghanistan. En fait, si on revient sur la responsabilité du début de la guerre, cette guerre a été, après les attentats de 11 septembre, c'est une punition des talibans parce qu'ils ne voulaient pas extrader Osama Ben Laden. Donc l'objectif essentiel était vraiment de renverser le régime des talibans. Ensuite, de chercher Ben Laden.
pour chercher de Ben Laden, il y avait eu des forces spéciales qui étaient à la recherche de Ben Laden dans les montagnes de l'Est de l'Afghanistan. Finalement, on a vu qu'est-ce que le résultat. 9 ans après, on a mis finalement la main sur Ben Laden au Pakistan. Mais les talibans, on a renversé les talibans. Mais il n'y avait pas eu aucune stratégie de rechange. De toute urgence, on a rassemblé les anciens seniors de la guerre ou la jeunesse afghane, la société civile afghane, les femmes afghanes les accusent comme des criminels de guerre. On les a rassemblés avec eux, on a mis en place un pouvoir et un gouvernement, on l'a nommé un gouvernement démocratique. C'est ça le plus grand échec des États-Unis. Aujourd'hui, lorsque les États-Unis vont quitter l'Afghanistan d'ici 2 ans, ils laisseront derrière eux un pays politiquement, pas seulement en termes de sécurité ou de guerre ou de l'économie ou de social, mais un pays politiquement en ruine. Michel Goya, vous nous disiez au début de cette émission que finalement l'un des objectifs, c'est-à-dire d'éradiquer le terrorisme international, a été atteint. Mais on voit par exemple le 13 septembre, il y a eu une attaque contre l'ambassade américaine à Kaboul qui a fait au moins 8 morts ou 9 personnes tuées, une vingtaine de blessés. L'OTAN a été également la cible. Et puis on a appris que ça venait du Pakistan voisin, de Haqqani. En tout cas, c'est ce que dit l'amiral Mike Mullen, qui est chef d'État des forces armées, interarmées, pardonnez-moi, et il accuse les services pakistanais d'avoir collaboré avec Al-Qaïda. On va l'écouter et je vous poserai ensuite la question si finalement ces bases terroristes ne se sont pas déplacées de l'Afghanistan au Pakistan. On écoute Mike Mullen. Une inquiétude supplémentaire à laquelle nous faisons face est l'impunité avec laquelle certains groupes extrémistes opèrent depuis le territoire pakistanais. Le réseau Haqqani se conduit comme un véritable bras armé des services secrets pakistanais. Et avec ce soutien, le réseau Haqqani a pu planifier et mettre en œuvre cet attentat ainsi que l'attaque contre notre ambassade. Nous avons aussi des preuves tangibles qu'ils sont derrière l'attaque du 28 juin sur l'hôtel intercontinental à Kaboul, ainsi que d'autres opérations. Colonel Goya, donc vous dites c'est un succès parce que le terrorisme a été éradiqué en Afghanistan, mais on voit que ce terrorisme s'est déplacé au Pakistan. Haqqani est un mouvement taliban qui est installé aujourd'hui au Pakistan, qui aurait participé à cette attaque contre l'ambassade américaine à Kaboul, et les services secrets pakistanais, en tout cas c'est ce que dit Mike Mullen, auraient soutenu ce mouvement Haqqani. Ça veut dire finalement que le terrorisme international, on l'a peut-être vaincu en Afghanistan, mais il s'est déplacé finalement au Pakistan de l'autre côté de la frontière. C'est pas un succès. J'inverserai un peu la proposition. C'est-à-dire que le terrorisme international, Al-Qaïda, pour simplifier, a quand même été largement frappé dans son chef, mais dans ses réseaux. Il a été rejeté dans l'ensemble du monde arabe. Et c'est pas seulement l'action des forces américaines, c'est surtout l'action des peuples arabes qui en premier ont rejeté Al-Qaïda. Donc le terrorisme, le djihadisme international de Al-Qaïda est largement sur le reculoir, et même, je pense, un phénomène mourant. En revanche, effectivement, le terrorisme local, un terrorisme afghan, représenté par le réseau Haqqani, qui depuis l'origine est pratiquement responsable de la très grande majorité des attaques à Kaboul et de toutes les attaques dites terroristes, l'emploi de kamikazes, etc. Ce réseau, lui, est inscrit dans la lutte en cours en Afghanistan. Et c'est effectivement un réseau qui a fait allégeance au Mollah Omar, à la Shura de Quetta, donc le mouvement taliban, mais qui est aussi qui est très intégré qui est très proche des services secrets pakistanais, des services spéciaux pakistanais. Mais là, c'est pas un secret c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait depuis très longtemps, parce que les talibans, toutes ces organisations sont des bras armés du Pakistan, qui a des intérêts stratégiques dans la région. Et le Pakistan est la clé véritablement du problème. Tant qu'on n'aura pas reconnu les intérêts stratégiques du Pakistan, il sera difficile de trouver une solution politique. Karim Pakzad, on arrive bientôt au terme de cette émission. Michel Goya, dans un article, disait qu'il fallait à peu près 14 ans pour stabiliser un pays. Bon, après, il y a des situations très différentes. Vous évoquiez ça pour la Bosnie ou encore le Kosovo. Est-ce que vous croyez qu'en 2014,
l'Afghanistan sera stabilisé, ou est-ce que vous pensez que ce sera vraiment le retour au pouvoir des talibans et qu'on retrouvera des femmes voilées dans Kaboul, des jeunes filles qui ne pourront plus aller à l'école parce qu'on leur interdira et qu'on sera revenu 10 ans, 15 ans en arrière? Non, je ne pense pas que ça sera le retour des talibans à Kaboul. Les talibans, ils sont renforcés depuis 10 ans, davantage qu'auparavant. Ils ont leur soutien, non seulement au Pakistan, mais dans d'autres pays, auprès d'autres milieux, notamment auprès des milieux des pays du Golfe arabique. Ah oui, pas que le Pakistan. Absolument, donc. Ils ont des sources financières diverses, mais le retrait américain ou la chute du gouvernement de Kaboul, ce sera le début d'une nouvelle guerre civile en Afghanistan. Et cette guerre civile, les forces politico-ethniques qui mèneront cette guerre, ils sont sûrs et certains d'avoir le soutien de plusieurs pays de la région, comme dans le passé. Premièrement, l'Iran. Il est très concerné par ce qui se passe en Afghanistan. L'Inde, qui craint l'influence du Pakistan en Afghanistan, et également la Russie. Donc, moi, je pense régionale absolument, aussi. Je pense davantage à une nouvelle guerre civile. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours préconisé une négociation régionale pour chercher une solution pour la guerre en Afghanistan que des conférences à Paris, à Bonn ou à Londres. Sylvain Rousseau, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Vous êtes venu avec ce reportage formidable. Je rappelle à nos téléspectateurs, si vous pouvez le revoir à 21h45 heure de Paris ce soir. Et Sylvain, vous allez nous proposer un deuxième reportage, que finalement c'est un volet, une série de reportages que vous allez nous proposer, puisque ces Marines qu'on a vus dans votre reportage, eh bien vous allez les retrouver d'ici quelques semaines. Ils vont retrouver leur famille aux États-Unis, et ça sera donc la deuxième série de votre reportage. On va voir quel suivi psychologique aussi. Exactement, on va voir comment ils sont accueillis, on va voir comment eux retrouvent leur famille, comment ils se sentent. Il y a beaucoup de Marines qui n'ont pas vu justement leur enfant naître, puisque beaucoup d'enfants sont nés pendant les déploiements. Et on va voir leur suivi psychologique, mais aussi le suivi psychologique des familles. Et voilà, et puis on va voir, ils vont un petit peu nous raconter leur retour, parce qu'ils mettent un mois quand même à rentrer du théâtre afghan aux États-Unis. Ils vont nous raconter un peu tout ça. Mais on regardera ça évidemment sur l'antenne de France 24, mais d'ici là ne manquez pas encore US Go Home, c'est ce soir 21h45 heure de Paris. Merci beaucoup Colonel Goya d'être venu sur le plateau de France 24, merci beaucoup à Karim Pakzad également. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous retrouve demain 19h10 heure de Paris pour une nouvelle émission à ne pas manquer, Une semaine dans le monde. On reviendra comme chaque vendredi et bien sûr toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Très belle soirée, à demain.